Merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie de Politicien. Le plateau est toujours au complet avec nos invités. Mohamed Jaïd, membre de l'association marocaine des droits humains, Hamidine Khan, docteur en économie et intelligence économique, et Mahamadou Dia, journaliste sénégalais. Merci à tous les trois d'être restés avec nous. Le royaume chérifien, qui avait jusqu'ici concentré sa diplomatie sur les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et centrale, a récemment mis le cap vers l'Est, une offensive stratégique qui semble porter ses fruits, comme nous l'explique Ibrahima Djoumaba. Le Maroc se positionne de plus en plus comme un leader en Afrique. Le royaume chérifien a lancé une offensive diplomatique sur le continent depuis quelques années. En 2016, le roi Mohamed VI a multiplié les visites officielles et les déclarations stratégiques. Des pays comme l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et le Cap-Vert ont été visités par le souverain marocain. Mardi 17 janvier 2017, il s'est rendu au Ghana pour réchauffer les relations maroco-ghanéennes. L'objectif principal visé à travers le déploiement de la diplomatie marocaine, c'est de réintégrer l'Union africaine en cette année 2017. Je pense que c'est évident, la place du Maroc est dans l'Union africaine. Nous sommes très heureux du message de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, d'avoir pris cette décision. Le Maroc entretient des relations spéciales avec la Côte d'Ivoire et nous sommes d'avis depuis des décennies que nous aurions dû être ensemble. Donc le fait que le roi Mohamed VI est maintenant officialisé cette décision à son niveau pour le peuple marocain est une excellente chose pour l'Union africaine. Le gouvernement marocain a adopté l'acte constitutif de l'Union africaine le 10 janvier 2017 à Marrakech, en Conseil des ministres spécial. Au mois de juillet 2016, alors que le sommet de l'UA se tenait à Kigali, au Rwanda, le roi Mohamed VI avait annoncé la volonté de son pays de réintégrer l'organisation régionale qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Cependant, l'ambition du roi Mohamed VI, c'est aussi de positionner les entreprises marocaines sur le marché africain pour soutenir sa croissance économique. Le Maroc est une grande destination, une destination principale aujourd'hui pour l'Europe avec des échanges. Alors elle veut voir un marché plus que l'autre. Le Maroc est à quelques distances près de ce qu'on a de la Turquie aujourd'hui en matière d'économie, en matière de croissance économique et du produit intérieur brut. Alors elle a une élite bien formée, elle a une économie diversifiée et elle a besoin des ressources naturelles, malheureusement, qui ne suffisent pas pour en faire une émergence. Et donc dans ce cas, elle ne peut venir que se réconcilier avec l'Afrique. Et là aujourd'hui, de plus en plus, le roi du Maroc fait des visites dans ces États africains. Il multiplie les accords de coopération, les accords d'échange économique, les accords de renforcement des capacités. Et dans ce cas-là, le Maroc joue son devenir. À chaque visite du roi Mohamed VI, des forums économiques sont organisés au profit des hommes d'affaires marocains et africains. Le dernier en date s'est tenu à Accra, la capitale du Ghana, lundi 16 janvier 2017. Au cours de la dernière décennie, les grandes entreprises marocaines comme Attijari Wafa Bank, BMCE Bank, l'Office chérifien des phosphates, Sotema, entre autres, se sont implantés au sud du Sahara. Monsieur Dia, quelle lecture faites-vous de l'offensive marocaine sur le continent, en Afrique subsaharienne? Je crois que le roi Mohamed VI a compris l'esprit de l'époque. Nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui. Il sait que le Maroc a des racines profondément enracinées en Afrique et que l'expansion économique du Maroc, sa survie économique, son déploiement, son développement, ça se passe en Afrique. Il est vrai aussi que si on symbolisait le Maroc comme un arbre, les branches aussi pendent de l'autre côté de la Méditerranée. Le Maroc a objectivement et géographiquement, d'ailleurs pour ainsi dire, des relations avec l'Europe. Et donc, le roi du Maroc a compris que c'est en Afrique qu'il aura peut-être des opportunités les plus importantes et il les exploite pour son pays. C'est un homme de son temps, comme son père l'était à l'époque. Et donc, le réalisme, c'est ça qui dicte la conduite du Maroc actuel. Concrètement, quels sont les arguments que le Royaume compte mettre en avant pour gagner son retour au sein de l'Union africaine? Mais l'Union africaine, c'est un lieu de débat et de dialogue politique qui ne peut pas être amputé pendant aussi longtemps d'un grand pays comme le Maroc. Et donc, lui, qui est d'une nouvelle génération, il n'est pas de cette génération de l'époque qui avait acté la rupture. Donc, pour ramener les choses dans l'ordre, et dans l'intérêt de son pays,
il réintègre, disons, la grande famille africaine, la famille politique et diplomatique, qui est symbolisée par l'Union africaine. Ça s'appelait l'OUA à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine. Monsieur Kana, lorsque le Maroc a transmis sa demande officielle, il a dit qu'il n'y avait pas de conditions. Hein, c'était un retour sans conditions. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mais si, il doit y avoir des conditions. Parce que d'ailleurs, juridiquement parlant, c'est pareil. Une réintégration, c'est une nouvelle admission. Juridiquement parlant. Parce que l'Union africaine s'est transformée en... L'unité africaine s'est transformée en Union africaine. Donc les textes ont changé, la Constitution a changé. Le Maroc avait quitté l'unité africaine et veut rentrer dans l'Union africaine. Donc les textes juridiques sont clairs. Hein. Donc ça, en principe, on parle de réintégration, mais ça doit être une admission, une nouvelle admission. Bon, de toute façon, il faudra savoir, bon, personne ne remet en cause l'africanité du Maroc, il se trouve en Afrique. Donc, mais les conditionnalités, il ne peut pas les fixer sur tout le continent. Les 54 États membres. C'est vrai qu'il y a des États membres qui sont acquis à l'esprit marocain, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais il reste quand même un noyau dur des pays qui comptent et qui sont là pour dire que la RASD, parce qu'on ne peut pas exclure. Un État qui a été membre de l'Union ne peut pas être exclu. Mani militari, dire que le Maroc réintègre et puis maintenant on exclut la RASD. Ce n'est pas possible d'ailleurs. C'est ce qu'ils voulaient avant, mais maintenant ils sont revenus sur cette position pour dire qu'ils vont siéger en même temps que la RASD. Maintenant, justement, peut-être vous avez entendu Jacob Zuma, il a dit qu'il va porter l'affaire au niveau des Nations Unies. Parce que, bon, c'est un problème qui, j'espère que les Africains ne vont pas tomber dans le panneau pour qu'il soit divisé à cause du Maroc. Parce qu'il peut y avoir des tensions énormes et puis les États peuvent se disloquer. L'Afrique cherche le développement, ne cherche pas une animosité quelconque vis-à-vis des voisins ou autres pays. Donc il faudra que les États africains, les dirigeants africains soient vigilants et puis qu'ils aient une parole qui est sincère et puis qui aille de l'avant, qui fasse que l'Afrique peut aller de l'avant, mais pas essayer de faire de l'animosité entre les États et puis des tiraillements parce que sinon c'est l'implosion de l'Union africaine. Alors on l'a dit, hein, le Royaume s'ouvre désormais sur l'Afrique de l'Est et plus uniquement sur l'Afrique centrale et de l'Ouest. Il s'est récemment rendu au Nigeria, en Zambie, en Éthiopie, des pays qui reconnaissent ou soutiennent la RASD. Ces accords de partenariat qui ont été signés lors de cette tournée sont-ils de nature, M. Jaïté, à faire pencher la balance finalement du côté du Maroc? Moi, je ne sais pas en fait que sera la décision de ces États-là avec lesquels on fait des partenariats et tout ça. Je pense qu'ils sont souverains de leurs décisions et c'est à eux qui vont juger de quel côté ils vont pencher. Je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que en tout cas les sociétés, les investisseurs, les banques et tout ça, qui investissent un peu partout en Afrique, c'est des investisseurs. La plupart, en fait, ils sont détenus par un conglomérat de familles qui gouvernent au Maroc, soit la famille royale, soit les familles qui tournent autour. Les intérêts de ces gens-là, je pense qu'ils sont en contradiction avec les intérêts de la majorité des Marocains. Et là, on parlait tout à l'heure de gouvernement démocratique et d'un pouvoir démocratique. Je pense que la moindre des choses, c'était d'expliquer pourquoi ces décisions. On est au Maroc, on ne nous explique pas. On nous a dit, on va adhérer à l'Union africaine comme ça, sans explication. Ça, de un. Je pense la question d'adhésion. Vous pensez que les Marocains ne sont pas favorables à ce retour ? Non, la moindre des choses, c'est d'en débattre, de dire pourquoi on a quitté d'ailleurs et pourquoi on veut revenir tout de suite. Il aurait fallu un référendum, selon vous ? Je ne sais pas. Au moins, il y aurait un débat, ouverture d'un débat démocratique sur la question. Monsieur Dia. Et ça, j'aimerais juste finir. Et sur la question, le roi du Maroc, un jeune roi, un roi de l'époque, je pense il y a peut-être un petit détail à soulever, c'est qu'il est au pouvoir depuis 17 ans. Il était jeune peut-être à l'accès au pouvoir, maintenant c'est 17 ans. 17 ans, ça fait au moins 3 mandats en France. Et ça, il faut bien le signaler. Pour moi, c'est pas un jeune roi, c'est un roi vieux qui gouverne depuis 17 ans et c'est pas du tout un homme de son époque. Et c'est un homme toujours qui garde quelque chose qu'on appelle un gouvernement traditionnel qui n'a aucun fondement juridique qui est gouverné uniquement par la parole. En réponse à ce que disait M. Dia. Alors, que répondez-vous ? Je suis d'ailleurs très, très surpris de voir. Pour la première fois, je vois un Marocain qui est contre
la marocanité du Sahara. C'est la première fois, je dois le dire, parce qu'en 1975, depuis donc que le roi Hassan II a... Je ne suis pas contre la marocanité, mais je suis pour que le peuple sahraoui décide donc je vois qu'il y a un petit changement. Parce que, voilà. Non, il n'y a aucun changement. Mais il faudrait que les choses soient claires. Non. Moi, l'idée que j'ai... Bon, laissez-moi développer mon idée qui est simple. Là-bas, c'est que c'est le peuple sahraoui qui est sur le terrain, qui est au Sahara, qui doit décider de son sort. C'est pas moi, c'est pas le Maroc. Voilà, je vais vous dire deux mots, parce que moi-même, j'ai visité le Sahara il y a très longtemps. Je l'ai visité, j'étais à Laayoune, j'étais partout. Comment vous allez faire maintenant, depuis 1975, avec la marche verte initiée par le roi Hassan II, avec, en tout cas, une adhésion massive du peuple marocain. Et aujourd'hui, donc 42 ans après, il y a un transfert démographique, il y a des changements inouïs. Comment vous allez maintenant, aujourd'hui, décider du corps électoral si jamais on se disait qu'il y aurait un référendum d'autodétermination? Quel serait le corps électoral? Avec les gens qui sont déjà morts ou les gens qui sont vivants? À quoi se réduit aujourd'hui la République arabe sahraoui démocratique? Un petit réduit qui est plus ou moins en territoire algérien. Donc la proposition marocaine d'une large autonomie me semble la meilleure proposition possible, puisqu'en Afrique, d'ailleurs, on est à l'ère de l'intégration économique des grands ensembles. Les charcuter des pays, parce que simplement l'Algérie n'est pas contente et qu'elle veut avoir absolument un accès à l'Atlantique, mais je pense que c'est complètement une pensée dépassée. La pensée aujourd'hui, c'est passer de l'intégration. Je suis pour l'intégration. L'intégration, je suis pour l'union, mais ça ne peut pas se faire avec du fer, du charbon et du Kalachnikov. C'est aussi simple. Mais bon, aussi simple. Et qui va voter? Oui, bon, de toute façon, je crois que l'Union africaine, au moment où elle devait prendre ses décisions, elle a tergiversé, le bras a tremblé. Comme toujours, l'Afrique fait trembler son bras. Elle ne peut pas prendre des décisions fondamentales pour le continent. Au moment où la RASD a été admise, là, il devait y avoir unanimité pour la reconnaissance, c'est terminé. L'annexion par le Maroc et la Mauritanie du Sahara espagnol, c'est parce que la Mauritanie a est convenu avec le Maroc pour intervenir. Parce qu'il y a eu déjà le Mauritanien Mokhtar Ould-Daddah qui a été à Colombéchar et qui a été menacé là-bas, il a rebroussé chemin, il s'est allié avec le Maroc. Si la Mauritanie ne s'était pas alliée au Maroc, le Maroc n'allait jamais oser rentrer dans le Sahara espagnol. Nous avons conquis, l'armée mauritanienne a conquis la moitié du Sahara espagnol. C'est en 1978, lorsqu'il y a eu le coup d'État des officiers mauritaniens, que la Mauritanie a dit que la guerre nous coûte trop cher, on laisse le territoire. Mais en fait, le territoire de la RASD, ça a toujours été des Maures qui sont là-bas, ça, historiquement parlant. Et puis, ils sont beaucoup plus proches des Mauritaniens que des Marocains. Ça, on ne peut pas le nier, parce que nous sommes partie prenante, on sait l'histoire de ce territoire, on connaît notre histoire. Et puis, l'arrogance marocaine vis-à-vis de l'Afrique, ça, c'est un fait qui est connu. Il faudra que les Africains, quand il y a des investissements, je suis pour les investissements marocains en Afrique, mais il faudra que les Africains aussi veille à ce que ces investissements soient des investissements productifs. Des investissements productifs, et puis à part ça, que les contrats soient bien ficelés. Parce que généralement, en Afrique, les contrats sont mal ficelés. C'est au bout d'une décennie ou bien de 2 décennies qu'on se rend compte qu'on a été défroqué, qu'on a été malmené. Donc il faudra que les choses soient claires au niveau de là où il y a des investissements. Ils sont un peu partout. Vous avez parlé, surtout ils sont dans le secteur tertiaire. Maintenant, ils commencent à investir dans l'industrie du ciment, et puis dans les engrais au Nigeria. Bon, je crois qu'au Nigeria, c'est une force de frappe parce que c'est la première puissance économique africaine, disons, globalement parlant, mais la première puissance économique africaine, elle est sud-africaine. C'est ça la réalité des choses économiques. Vous voyez, donc même la deuxième doit être à peu près, je crois que ça doit être l'Égypte. Donc disons les choses. Concernant ce point justement, certains pensent que la visite du roi Mohamed VI au Nigeria vise à affaiblir finalement l'axe Alger, Pretoria, Lagos, pour éventuellement isoler l'Afrique du Sud et l'Algérie sur cette question du Sahara occidental. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. L'économie et la politique sont intrinsèquement liées, ça tout le monde le sait. Pour en revenir... de ceux qui disent que le Maroc essaie purement et simplement d'acheter certains États, par exemple? Mais ça, c'est l'Algérie qui l'avait fait en 1984 pour que la race soit reconnue au niveau de l'organisation de l'Union africaine. Ça, c'est très connu, c'est connu. Et si vous lisez, disons, la littérature de l'époque, vous voyez bien que c'était le cas. Non.
Le problème du Maroc, c'est très simple. Il y a le réalisme politique qui s'impose. Monsieur Khan nous a fait tout à l'heure un cours d'histoire, c'est très bien. Mais ça, c'est le passé. Le présent aujourd'hui, c'est qu'il y a un corps électoral modifié par la démographie après 40 ans de présence marocaine. Vous allez faire quoi? Voilà la question. Non, mais non, ça ne tient pas la route. Ça. En fait, sur la question de la démographie au Sahara, c'est que on dit que le corps électoral a été modifié. Effectivement, ça a été modifié. Non, ça a été modifié à dessein. Il y avait des baisses. Non, il y a à dessein. Il y avait des baisses de prix. Il y avait des avantages, énormément d'avantages pour inciter les Marocains du Nord et de d'autres régions pour habiter. Je vous dis que j'y étais. J'ai vu de mes propres yeux. Attendez, attendez que je finisse. Pour habiter au Sahara, il y avait des avantages, par exemple, pour les professeurs, ce qu'on appelle le double solde, c'est-à-dire si vous enseignez au Sahara occidental, vous serez payé double. Il y avait plein d'avantages comme ça pour inciter à une modification démographique. Mais même le résultat du cours, c'est que même avec cette stratégie, avec cette politique, le Maroc, les autorités marocaines ne garantissent pas le vote. Parce qu'aujourd'hui, ils n'osent pas proposer la question du référendum. Parce que même les gens qui sont originaires, soi-disant, du nord du Maroc, qui sont nés au Sahara, c'est même pas garanti qu'ils voteraient pour la marocanité du Sahara. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ça l'échec de la politique des autorités marocaines sur la question du Sahara depuis le début de son dossier. Depuis 1975, depuis on n'ose pas dire qu'on a un échec flagrant, total sur cette question. Alors, nous allons y revenir dans quelques instants, juste après quelques minutes de pause. À tout de suite.